Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, une vidéo dédiée plus ou moins au fondamental où on va vraiment aller en profondeur sur la question qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que la monnaie. Donc je pense que à certains moments, c'est intéressant de revenir à la base et de se poser simplement la question comment dire, initiale, la vraie question pour pouvoir appréhender un petit peu mieux le contexte macro et toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo principalement là-dessus. On fera quand même l'order flow comme d'habitude, on fera quand même bien évidemment les prévisions de prix, mais on va s'attarder un petit peu aujourd'hui sur cette question-là. On ira faire aussi un gros point sur le contexte macro. Il est 11 heures là, au moment où je fais cette vidéo. Je pense que ça va être une journée un petit peu chahutée à Wall Street, puisqu'on a pas mal d'indices qui montrent que ça va être le cas. Donc on passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. J'ai rien à vendre, je ne fais pas de formation, je ne vends pas de PDF ni quoi que ce soit. Aucune de ces vidéos n'est sponsorisée. Donc le seul moyen que vous ayez éventuellement de me rendre l'appareil, c'est de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Éventuellement, petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. J'en profite également pour pousser un petit peu le Discord. Discord sur lequel on a plein de ressources, de choses comme ça, on discute un petit peu, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. Action de prix sur Bitcoin, là rapidement à l'instant T, je pense qu'on va pas la faire maintenant, on va y revenir après et on va d'abord se poser la question, qu'est-ce que l'argent? Donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la masse monétaire américaine avec ici l'année 1971. 1971, moment où le dollar n'est plus convertible en or. C'est une décision provisoire qui avait été prise par Nixon à l'époque et qui finalement a perduré depuis maintenant 50 ans. Qu'est-ce que la monnaie et à quoi elle sert? On va revenir très très loin ici dans l'idée et dans la fonctionnalité de la monnaie. On va revenir à Aristote. Aristote qui nous dit que la monnaie est une unité de compte, donc c'est un moyen de compter. C'est une réserve de valeur et c'est aussi un moyen d'être un intermédiaire dans les échanges. Pour moi, vous savez que je dis souvent sur la chaîne que la monnaie est un moyen de transporter la valeur travail dans le temps. C'est-à-dire que j'ai travaillé aujourd'hui, on m'a payé ce soir, je peux décider de tout dépenser ou je peux décider d'aller troquer cet argent contre d'autres valeurs plus tard. Ici, vous comprenez aussi qu'il y a cette espèce de notion de confiance. On dit une monnaie fiduciaire. Fiduciaire, ça vient de fides. Fides, c'est la fidélité, la confiance en latin. Donc là, il y a des choses vraiment importantes. Il faut avoir confiance dans votre monnaie et il faut aussi que vous puissiez compter avec, c'est-à-dire c'est une unité de compte. Et apparaît une théorie qui est vraiment très importante, qui est la théorie quantitative de la monnaie, qui a été avancée par Baudin, des gens comme Baudin, Ricardo, et puis ensuite plus tard Irving Fisher. Théorie quantitative de la monnaie qui est que les prix sont fonction de la masse monétaire en circulation. C'est-à-dire que si vous avez plus de masse monétaire, les prix augmentent. Ça, c'est très vieux et c'est voilà, quelque chose qui a été posé comme un postulat et qui a été comment dire, prouvé. À partir de là, comment est-ce que vous pouvez relancer l'investissement ou pas, etc. Vous pouvez utiliser des politiques de type keynésien, c'est-à-dire une baisse des taux d'intérêt. Vous baissez les taux d'intérêt de manière à relancer l'investissement. Le problème étant que dans comment dire, nos économies interconnectées et très globalisées modernes, le risque est de relancer vos voisins. C'est-à-dire que vous-même, vous baissez les taux d'intérêt, mais à ce moment-là, ce qui veut dire de l'argent plus facile à créer et plus de crédit. Et donc à ce moment-là, vous avez le risque de relancer vos voisins. Je vais y revenir plus tard. Mais il faut aussi, ici, je pense, parler de l'école autrichienne de la monnaie, école autrichienne qui est une école très libérale, hein, c'est les néoclassiques, c'est des gens qui disent il faut que le marché se régule par lui-même, c'est la main invisible, les libéraux, voilà, c'est la main invisible qui agit sur le marché d'elle-même avec un graphique de prix et quantité, et les deux courbes se rejoignent, et puis de lui-même, le prix s'ajuste. À partir de là, école autrichienne qui nous dit
il y a une dichotomie de la monnaie. C'est-à-dire la monnaie aujourd'hui, étant donné que l'État a mis des millénaires à mettre la main sur le pouvoir de battre monnaie, vous savez qu'aujourd'hui on appelle ça une monnaie légale, c'est-à-dire que si vous êtes en euros, tous les commerçants de votre pays sont obligés d'accepter l'euro. Eh bien, dichotomie de la monnaie, on a une sphère réelle qui est la sphère économique et on a une sphère monétaire. Les deux ne se rejoignent plus. Et donc, du coup, ça, c'est très dangereux pour l'école autrichienne. L'école autrichienne qui est, pour le coup, en mode ultra-libéral. Alors, moi, je ne fais pas de politique, c'est simplement pour vous expliquer un petit peu quelles sont, bien entendu, les réflexions qui ont été faites ici. Et donc, du coup, dans les années notamment 70, etc., il y a eu un renouveau de cette école autrichienne et beaucoup de gens qui ont dit qu'il fallait revenir à l'étalon or, revenir à comment dire, une monnaie qui est difficile à créer. Et ça m'amène ici comment dire, aux caractéristiques que doit avoir une bonne monnaie. On dit qu'une bonne monnaie doit être divisible, c'est-à-dire qu'on peut la fractionner à l'infini. Elle doit être homogène, c'est-à-dire qu'elle doit avoir à peu près le prix un peu partout dans le monde, ne pas avoir de volatilité. Elle doit être transportable, elle ne doit pas être duplicable et elle doit être rare. Et là, quand on voit cette courbe, on se dit que pas duplicable, bon, on a perdu cette caractéristique de la monnaie. Rare, ah ben maintenant, vous savez que la monnaie, comment dire, ça va aussi avec le non duplicable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une base de données, c'est-à-dire que vous prenez une décision, vous appuyez sur entrée et vous créez X milliers de milliards de dollars pour subvenir aux problèmes de l'économie. Et en fait, on a l'impression ici que avec cette espèce d'augmentation de parabole, on est en train de créer à tout va une espèce de bah, ça a commencé avec le Japon, le quantitative easing, etc. Cette possibilité, et je vous parlais tout à l'heure du keynésianisme, cette possibilité finalement de créer de la monnaie, mais d'acheter directement sur vos propres marchés, ceux de votre pays, d'acheter des actions, de créer cette masse monétaire et de la donner directement aux assets qui sont sur votre pays, en intervenant sur vos marchés financiers directement. Ça veut dire que les banques centrales, alors qu'avant c'était interdit, aujourd'hui ont la possibilité d'acheter sur les marchés financiers. Ça s'appelle le quantitative easing, et c'est-à-dire en fait je vais créer de la masse monétaire, mais je vais non seulement en créer, mais je vais en plus investir directement dans mon marché à moi, dans mes actions, dans mon marché financier. Alors c'est principalement des obligations, c'est pas des actions, mais c'est pas grave. On fait ici des raccourcis de manière à expliquer les choses rapidement. Et là, ça m'amène à aussi ce qu'on appelle l'effet Cantillon. Qu'est-ce que l'effet Cantillon? C'est que, en fait, quand vous allez prendre un crédit, vous créez une ligne monétaire. C'est-à-dire que vous allez à la banque, vous demandez un crédit, la banque ne prend pas l'argent à quelqu'un pour vous le prêter. L'argent est comment dire, créé par le biais du crédit, l'argent est créé plus facilement. Donc forcément, qu'est-ce que l'effet Cantillon? C'est de dire l'inflation bénéficie d'abord aux gens qui sont plus riches, c'est-à-dire que vous avez accès au crédit, vous avez la possibilité de mettre en collatéral pour pouvoir emprunter une certaine somme, donc vous ne vivez pas de chèque en chèque, vous avez une épargne et ça vous permet finalement de bénéficier de plus de pouvoir d'achat, alors que d'autres vont ne pas pouvoir augmenter leur capital grâce à ça. Finalement, vous allez avoir plus de pouvoir d'achat. Alors vous allez avoir une hausse des prix après qui va vous être répercutée, mais l'effet Cantillon, c'est cette différence dans le temps, c'est-à-dire que vous avez plus d'argent, mais vous avez moins de pouvoir d'achat derrière puisque les prix augmentent, mais vous devenez plus riche par le biais de l'inflation. À partir de là, et j'espère qu'en 8 minutes, ça a été relativement clair par rapport à ça. À partir de là, non-convertibilité du dollar en or en 1971 et toutes les monnaies pardon, fluctuent autour du dollar. On ne peut acheter du pétrole qu'en dollars. Le dollar est une réserve de valeur assez importante à ce moment-là, puisque bien entendu, bah, c'est comme avoir de l'or. À un certain moment, ça s'est passé comme ça, en tout cas quand le dollar n'était pas autant duplicable que ce qu'il est ici. Et là, il est important de comprendre que déjà, il y a un effet dialectique aux choses. Qu'est-ce que la dialectique? Ça vient du hegélisme et comment dire, Karl Marx s'est beaucoup appuyé sur les travaux des cycles de Hegel et la dialectique, c'est donner une raison à l'histoire
qui est que l'homme veut toujours aller chercher le contraire de ce qui a été poussé à son paroxysme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas dans un cycle de 50 ans? Kondratiev, les cycles font très souvent 50 ans, entre une première période de 25 et une deuxième période de 50 ans. Les cycles font très souvent 50 ans. On est pile 50 ans après 1971. Est-ce qu'on n'aurait pas poussé finalement cette idée de création monétaire à son paroxysme? Et est-ce qu'on ne serait pas à la veille de l'antithèse de la dialectique, du contraire total? L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'être humain en a marre de voir quelque chose trop souvent, trop poussé à son paroxysme, donc il va littéralement vers son opposé. Qu'est-ce que l'opposé de la création de la masse monétaire? Je vous le mets dans le mille, c'est Bitcoin. Alors bien évidemment, je vous dis ici, tout ça sont des allégations, tout ça sont comment dire, des possibilités, mais là on voit qu'on a quand même un gros souci. On a un gros souci, pourquoi? Parce que les marchés, finalement, aujourd'hui, sont en train d'être pendus aux lèvres directement de la Fed, avec ces questions que je pose souvent, moi, dans mes briefs, dans mes points météo, qui sont de dire, eh ben, finalement, donc la Fed, les marchés perdent 40%, parce que la Fed nous dit, je vais remonter les taux. Donc, on arrive dans quelque chose qui est complètement déconnecté des profits réels, de l'économie et de la sphère réelle. Cette fameuse dichotomie entre, de l'école autrichienne entre la sphère réelle et la sphère monétaire, et on arrive à un moment où les États ont tellement de pouvoir que c'est la sphère monétaire qui prend le dessus par rapport aux fondamentaux économiques. Donc, à partir de là, et je vais toujours pas venir sur Bitcoin, je vais simplement vous dire que cette année, les États-Unis ont imprimé 45 000 $ par ménage. C'est-à-dire que par ménage, il y a 45 000 $ qui ont été imprimés. Donc ça pose des réels soucis, puisque bien entendu, cet argent, il faut le sortir de quelque part. Et si on ne le sort de nulle part, il va falloir nécessairement subir une inflation. Inflation qui n'est pas prête de s'arrêter, mais je vais d'abord aller vous expliquer encore d'autres choses sur l'étalon dollar. L'étalon dollar, il faut comprendre qu'on a passé encore un autre cap, là, il n'y a pas longtemps, puisque il y a eu une jurisprudence qui est sortie et qui a confirmé l'extraterritorialité du dollar. Extraterritorialité du dollar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, si une transaction est faite en dollars, euh, le droit américain s'applique, on va dire. Par exemple, il y avait la BNP qui avait fait des achats au Soudan en dollars, achats qui étaient, comment dire, avec lesquels les États-Unis n'étaient pas d'accord. Et donc, du coup, il y a eu procès et la BNP a dû payer, je crois, 7 ou 8 milliards de dollars directement aux Américains parce que le droit américain s'appliquait, étant donné que la transaction avait été faite en dollars. Donc, ça enlève finalement tout ça, et j'espère que vous le comprenez, ça enlève en fait la notion de réserve de valeur au dollar. Il y a un autre événement dont on pourrait parler aussi et qui est relativement important, c'est de dire aujourd'hui la Russie a la moitié de ses réserves de change, que ce soit en dollars ou en euros, principalement en euros, et aujourd'hui on gèle ces réserves-là. Donc du coup, l'euro perd sa notion de réserve de valeur aussi. La finance devient une arme stratégique, mais dites-vous que au niveau des réserves de change des États, qui sont principalement les plus importantes et les plus prédominantes en termes de milliers de milliards, etc., combien un État peut acheter de la devise d'un autre pays, en faisant ces sanctions et en gelant les réserves de change de la Russie, il y a des tas d'autres pays qui vont se dire bah, finalement l'euro n'est pas fiable, l'euro n'est pas une réserve de valeur, et je vais plutôt me tourner, je ne sais pas, vers le yuan ou vers d'autres monnaies, ou alors encore une fois vers le plan B, le Bitcoin. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que ça veut dire que le dollar perd sa notion de réserve de valeur et l'euro perd sa notion de réserve de valeur. À la fois parce que le dollar perd sa notion d'unité de compte, tout simplement, puisque la masse monétaire est en train d'augmenter. Et là, je reviens à la théorie quantitative de la monnaie. La masse monétaire augmente, donc du coup, le dollar perd de sa valeur intrinsèquement. Il n'est pas intéressant de garder du dollar ad vitam aeternam. Deux, étant donné qu'aujourd'hui, la finance est utilisée comme une arme stratégique, l'euro et le dollar perdent littéralement aussi la confiance des autres États, fiduciaires, FIDES, la confiance est perdue. Donc nous n'avons plus de réserve de change.
Aujourd'hui, la Russie qui est sortie également du système SWIFT, du système Visa, système Mastercard, etc. La Russie a son propre système qui s'appelle le SPFS elle va aujourd'hui remettre en branle un petit peu toutes ces transactions internes grâce au SPFS. Et elle est aussi en train d'adhérer et de se rapprocher du système chinois qui est le CIPS. Donc les solutions, elles existent. Et il y a une troisième solution qui s'appelle, je vous le donne dans le mille, Bitcoin. Bitcoin actif anti-inflationniste, beaucoup de pays commencent aussi à réfléchir, à se rapprocher de la Russie, de la Chine, etc., ou à demander une sortie de cet étalon dollar. Il s'agit principalement de l'Inde, Afrique du Sud, Chine, Russie et Turquie. Donc des pays qui en ont un petit peu marre qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur argent. En ont un petit peu marre de fluctuer autour du dollar et que leur convertibilité en dollars soit, comment dire, une arme stratégique pour les États-Unis. Alors, je ne suis pas foncièrement anti-américain. Par contre, je suis anti-création de masse monétaire. Je suis anti-hausse des prix parce que je trouve que pour moi, le travail doit être une source de valeur et non pas, comment dire, euh, la force des plus riches, voilà, sur les plus pauvres. Je ne suis pas non plus socialiste, j'ai simplement ma vision des choses, c'est la mienne. Personnellement, je travaille pour la République de chez moi, donc je suis plutôt individualiste comme gars. Voilà, j'essaye de comprendre les rouages du système de manière à les appréhender comme il faut. Ici, donc, on va faire un tour maintenant sur les marchés principalement. On ira voir après le Bitcoin. Je vous engage aussi à aller voir sur la Russie et cette histoire de réserve de change, l'interview de Charles Gave sur Sud Radio qui analyse les sanctions économiques sur la Russie. Et le titre, en gros, c'est La Russie peut tenir 2 ans, la France peut tenir 2 mois. Donc allez voir ça, c'est relativement intéressant. C'est quelqu'un de vraiment intéressant. Aujourd'hui sur les marchés, on va principalement se baser là-dessus. Ben, qu'est-ce qu'on a? On a un VIX qui augmente très fortement, quand même 35, enfin voilà quoi, qui se prend un petit gap haussier même. Voilà, donc on voit ici qu'il s'est passé des choses, comment dire, sur ce week-end, hein, que le VIX a tout de suite repris ici. Le VIX, c'est l'indice de la volatilité sur le S&P 500, l'indice de la peur sur les marchés, on appelle ça. Il est tout de suite largement augmenté. En termes d'indice, l'US Tech qui a corrigé un petit peu, enfin qui ouvre plutôt haussier là pour le coup, puisqu'il avait corrigé la semaine dernière et il ouvre plutôt haussier. Et le S&P n'est pas encore ouvert. Le baril de pétrole, regardez ce gap là. Et pourquoi ça? Parce que ce week-end, on a parlé de la possibilité que les États-Unis bannissent le pétrole russe. Jusqu'ici, les sanctions ne s'étaient pas imposées, comment dire, sur le secteur énergétique, donc gaz et pétrole, même si plus personne n'osait trop en acheter, le pétrole russe n'était pas à proprement parler banni. Et ça, c'est pour l'instant, c'est une rumeur, ça n'est pas avéré. Gros gap haussier, bien entendu, aujourd'hui. Vous voyez que là, on était le 4 et là, on est le 7. Donc, ouverture de week-end avec un gros gap haussier. Je pense que ce gap va être refil vers le bas dans la journée. Hein, on va probablement revenir autour des 116. Mais il faut comprendre là que cette news, comme quoi potentiellement les États-Unis et l'Europe allaient bannir le pétrole russe, est haussière pour le pétrole, d'autant plus que c'est déjà le cas. Un autre graphique que je vais vous montrer, c'est le prix du blé. Le prix du blé, donc là c'est pareil, on revient ici au début de la crise et on a une augmentation du prix du blé qui est faramineuse, hein. C'est-à-dire que là, si je vous mets le pourcentage, on est sur du 63% du prix du blé. Pourquoi? Tout simplement parce que la Russie est le plus gros producteur de blé au monde et l'Ukraine est le deuxième ou troisième, je crois, il faudrait la regarder. Mais à L2, je pense elles font 50% du prix facilement. Donc bah, là, vous voyez même le RSI, c'est assez rare de voir un RSI comme ça sortir complètement de ses bandes. Le momentum, enfin voilà, c'est vraiment un truc de fou. Donc attendez-vous à avoir du pain plus cher, des pâtes plus chères, et surtout attendez-vous, et c'est ce que Charles Gave dit aussi dans son analyse enfin des sanctions sur la Russie, il dit attendez-vous à des problèmes
en Afrique du Nord, parce qu'en Afrique du Nord, ils sont extrêmement dépendants du blé via, bien entendu, la semoule de blé dur, le couscous, toutes ces choses-là qui sont une grosse partie de leur alimentation. Donc attention à ça, puisque tout ça, en fait, nous fait dire, on dit du pain et des jeux, hein, on dit si vous donnez au peuple du pain et des jeux, vous aurez la paix sociale. Et ben là, le problème, c'est que le pain va probablement doubler en prix. Donc du coup, on risque ici d'avoir deux grosses narrations inflationnistes qui vont être imputées à la guerre russe et qui, en fait, sont aussi des conséquences, bien entendu, de l'inflation monétaire par ricochet, de l'impression, je veux dire, monétaire. Mais là, on risque d'avoir et du pétrole et du pain qui est très cher. Et nous, on a besoin de rouler et de manger. Donc du coup, ça va bien entendu énormément impacter les portefeuilles de tout le monde. Donc ça, c'est pas très bon et c'est pour ça, je pense aussi à l'instant T que on va revenir ici sur Bitcoin. Je sais pas pourquoi je suis en droite là, mais bon voilà. On va revenir ici sur Bitcoin. Bah, c'est pour ça qu'à l'instant T, les marchés frémissent un petit peu. Une narration très inflationniste n'est jamais très bonne pour Bitcoin, même si son fondamental est anti-inflationniste. Et ça, je l'ai suffisamment expliqué sur la chaîne. Bitcoin n'a pas encore la monétisation pour être accepté comme une réserve de valeur. Pour l'instant, c'est un peut-être. C'est une révolution technologique potentiellement en devenir. Donc à l'instant T, Bitcoin est plutôt corrélé à des marchés de portefeuille dynamiques type Nasdaq, Action Tech, etc. Comme si c'était un petit peu une start-up qui était pricée, mais qui pour l'instant n'avait pas encore eu une adoption mondiale, un petit peu comme Google, Facebook au début, etc., qui étaient des choses qui étaient bien valorisées, mais qui avaient énormément de volatilité parce que au niveau des arbitrages, les gens y rentraient, en sortaient en fonction du risque et du rapport risque-rendement que pouvait apporter Bitcoin. Donc je pense à partir de là que j'ai fait le tour sur un petit peu toutes les choses en fondamental dont je voulais parler. C'était assez long en fondamental et je vous l'avais dit dès le départ. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, mettre un like, activer la cloche des notifications, éventuellement lâcher un petit commentaire parce que c'est comme ça que la chaîne continuera à exister. À partir de là, moi je vous avais parlé, là on va passer sur Bitcoin vraiment principalement. J'espère que j'ai pas perdu trop de monde. Mais comprenez ici qu'on est dans un contexte très inflationniste au niveau fonda et que, bien entendu, l'inflation a été commencée par l'impression monétaire. On a essayé de sauver les acteurs financiers de cette crise qui était le Covid. On les a plus que sauvés puisqu'ils ont fait plus 70% derrière. On est allé peut-être un petit peu trop loin et par avarice et par gourmandise. Le problème, si vous voulez, et je reviens à 1971, c'est si jamais je vous donne une planche à billets et que je la mets dans votre salon, et que je vous dis, surtout, t'y touches, mais pas trop. Tu peux te sortir, allez, 1000, 1500 dollars comme ça, 3-4 fois par mois, mais n'y va pas par paquet de 12, sinon il va y avoir un problème. Vous allez peut-être suivre la règle, je vous l'ai donné, vous allez peut-être suivre la règle, mais qu'est-ce qui va en être de vos enfants? Est-ce que vos enfants, quand vous leur aurez dit, c'est un petit peu le téléphone arabe, c'est-à-dire, bah, je voyais papa qui imprimait des billets tous les 2 jours, et ben du coup, peut-être que vos enfants vont pouvoir en abuser, et c'est la perte un petit peu de la règle ici qui s'applique, et c'est-à-dire qu'en termes d'impression monétaire, on atteint là ici des sommets, et ce sont ces sommets-là pour lesquels Bitcoin a été créé. Il faut comprendre que Bitcoin a été créé suite à la crise de 2008, exactement sur ces fondamentaux qui sont de dire Bitcoin, actuellement il y en a 18 millions, 19 peut-être, il y en aura 21 millions à la fin, et c'est tout. Donc, réserve de valeur et aussi unité de compte. En fait, reprendre tout, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui assez longue sur les fondamentaux d'une monnaie, reprendre toutes les caractéristiques d'une bonne monnaie, divisible, homogène, transportable, beaucoup plus transportable que l'or en tant que réserve de valeur, non duplicable et rare. Et surtout, cette notion de confiance, fides, fiduciaire, la confiance, qui est en fait inscrite dans l'ADN de la blockchain qui est de ne pas être hackable ou en tout cas cette possibilité comment dire de ne pas avoir un tiers de confiance qui valide une transaction mais que tout ça soit fait plutôt par des algorithmes. La troisième chose aussi, on revient là en arrière à Aristote, c'est unité de compte. Unité de compte, bah là vous pourrez compter votre baguette en Bitcoin, ça sera toujours vous pourrez voir la perte de l'augmentation réelle du marché, réserve de valeur et
intermédiaire dans les échanges. Tout ça fonctionne très bien avec Bitcoin. Bitcoin ou toutes les autres crypto-monnaies, hein, d'ailleurs, je ne suis pas Bitcoin maximaliste non plus, mais je parle beaucoup de Bitcoin parce que je trouve que pour moi, c'est le leader indicateur qui est important de regarder en ce moment. Et du coup, j'en viens aussi à dire impossibilité de battre monnaie pour les États. Les États perdraient potentiellement une partie de leur possibilité ici d'intervenir en matière monétaire, mais finalement, cette intervention n'est jamais très bonne. Et je reviens ici au renouveau de l'école autrichienne des années 70, etc., qui disait bah, tout simplement il faut revenir à l'étalon or dans les années 70, il faut qu'on revienne à l'étalon or pour pouvoir ici redévelopper une concurrence entre les monnaies en fait et que les monnaies puissent être comptabilisées sur un autre étalon, enfin sur un étalon qui lui est fixe, de manière à comprendre à quel point elles sont compétitives, à quel point elles sont plutôt un bon intermédiaire dans les échanges ou à quel point elles sont plutôt une bonne réserve de valeur. Comprenez bien ici que les réserves de change sont un élément fondamental de nos économies et comprenez bien ici que de geler les réserves de change d'un pays bah, fait que tous les autres pays vont se désintéresser de la vôtre. Donc on peut s'attendre ici à ce que le dollar index et l'euro qui là sont en train de skyrocketer. Hein. Vous voyez on est littéralement, on a pété ici cette zone qui normalement était une zone en principe de vente. Ici, le dollar index, on arrive, je pense, au paroxysme de quelque chose. Est-ce que, comment ici ça va se passer? Qu'est-ce qui va réellement se passer au niveau du dollar index? On va voir ça très vite. Le rouble qui perd encore, vous voyez le gap encore ici aussi, bah, bien sûr sur l'annonce je pense que là, voilà, on était le 4-7. Sur l'annonce d'un potentiel bannissement du pétrole russe, vous voyez ici le gap sur le rouble qui se fait d'autant plus, c'est-à-dire qu'on était à 125, on passe à 147. Le rouble a perdu ici bah, littéralement la moitié de sa valeur. Le gold qui commence un petit peu à tutoyer il y a une grosse résistance au niveau du gold ici autour des 2000. Donc est-ce que le gold va sortir on voit déjà qu'il est sorti ici de ce canal un petit peu baissier. Est-ce que le gold va ici venir retutoyer, voire casser les 2075 $? Pourquoi pas? Donc, à l'instant T, et vous savez que moi j'aime bien faire la différence de ce que fait la majorité, à l'instant T, ça sent à la fois très bon sur le long terme et pas très bon sur le court terme pour Bitcoin. Si on a une narration qui est trop inflationniste, et j'ai fait une vidéo hier sur qu'est-ce qui va se passer jeudi on aura les taux de l'inflation, le CPI, donc le Consumer Price Index, l'indice des prix à la consommation du mois de février. Alors pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas encore les répercussions de ça. Par contre, celui de mars, il risque d'être salé, hein, puisque vous avez vu, je vous ai montré le prix du blé et le prix du pétrole qui sont littéralement en train de skyrocketer à l'instant T. Est-ce qu'on est à l'aube d'une crise? Sincèrement, tout dépend en fait de à quel point les banques sont capables d'accepter les sanctions et ce type ici de hausse. Je ne vais pas faire une vidéo non plus trop longue, mais tout dépend de ça. Potentiellement, une crise, oui, pourrait intervenir ici à l'instant T, et bien sûr, elle serait... le responsable de cette crise serait tout trouvé, ça serait la Russie. Alors que bon, je veux pas, voilà, je veux pas je veux pas faire de politique dans cette vidéo, en tout cas pas de politique internationale. Donc voilà, vous avez compris en tout cas que les sanctions ici mettent à mal les prix à la consommation et que ça va être un enjeu énorme cette semaine. Ensuite, donc on revient ici sur Bitcoin. Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, il est en train de jouer là ici avec des niveaux qui ont beaucoup de sens. C'est-à-dire que si je vous mets ici, par exemple, je vais vous balader ici cette droite-là, bah là on est venu jouer sur cette fin de chandelle. Vous voyez qu'on a eu ici une clôture à 37,2, ici une clôture à 36,9. Pour moi, ces prix-là sont très très bien défendus. Donc je pense que le niveau des 37 sera très bien défendu, en tout cas à court terme.
On ira voir ici sur l'order flow si jamais c'est vraiment le cas. Order flow, alors sur le contrat que moi je regarde, on a un petit peu plus d'ordre ici à l'achat, donc oui, ça pourrait potentiellement ici bloquer le prix, encore qu'on n'est pas sur des ordres qui sont vraiment complètement dingos. Peut-être que si on regarde sur Coinbase, on aura peut-être un petit peu plus de choses à voir. Pas dingo non plus. Bon, on a ici, oui, un petit rempart qui va quand même se créer autour des 37. Donc voilà, pour moi en tout cas, je reste sur mon. Parfois, il faut pas changer d'avis, hein, comme on change de chemise, il faut rester un petit peu sur ces analyses initiales, même si elles mettent du temps à arriver. Moi, j'avais annoncé un retour au 37 il y a de ça un bon petit moment. J'avais annoncé un range entre les 37 et les 41 bah, tout de suite après l'invasion russe, c'est-à-dire sur cette bougie-là. J'ai dit là, il va y avoir un range entre les 37 et les 41. Bon, on est monté aux 45, on les a pétés, on redescend ici. Donc on est plutôt ici dans une dynamique pour moi, qui reste haussière. Bon, on n'a pas de structure de retournement ici, vous comprendrez, mais si je me balade un petit peu sur des unités de temps plus faibles et que je regarde par exemple en 1 heure et que j'affiche les indicateurs de momentum, vous voyez qu'on commence à avoir ici des divergences haussières là qui commencent potentielles, qui commencent à se créer. Idem sur MACD, vous comprenez ici que ce mouvement-là, ce mouvement de baisse, avait moins de force que celui-ci, qui lui-même avait moins de force que celui-là. Donc essoufflement des vendeurs qui est très très clair ici. Sur l'order flow, qu'est-ce qu'on a? On a une forte diminution ici du nombre de contrats en levier. On a retouché ici les 6 milliards, ce que je trouve moi être pas mal. Par rapport à l'analyse que j'ai faite hier, on a pris ce niveau-là et on a pris celui-ci. Hop, je suis un petit peu... parce que je suis ici en crayon, voilà, tac. On a pris ces deux niveaux. Vous voyez qu'on a un niveau de short ici à reprendre au 39,5. Est-ce qu'on a ici un niveau à prendre en longue? Oui. Donc on aurait aussi un petit niveau à prendre de ce côté-là. Est-ce que là on a été shorté massivement? Non, pas plus que ça. Et est-ce que là on a été shorté aussi? Non plus, pas plus que ça. Ici on va aller refresh Kingfisher. On fait un petit last. Et on va aller refresh iBlock pour voir les leviers. Toujours tiers 2, Binance, voilà. Et c'était une vidéo un petit peu dans le désordre, mais on ira voir ensuite les news, qu'est-ce qui peut vite fait aller voir le Wall Street Journal, etc. Ici, majorité de shorters en gros levier dans la place, plus 20 milliards pour les shorters. Pas beaucoup de choses à prendre ici en dessous, en tout cas de ce que je vois sur les gros leviers, on n'a vraiment plus grand-chose. On est venu chercher ici ces petites barres là à 80 millions. À partir de là, ça nous donnerait aussi plutôt dans l'idée que le prix pourrait se retourner. Alors bien entendu, c'est sauf événement macro majeur, hein, comme ici vous avez bien compris que si jamais le monde décide de bannir le pétrole russe, c'est un événement économique majeur. Ensuite, et le marché est en train de pricer cette rumeur. Elle n'est pas encore sortie, mais si jamais elle sort, le marché aura déjà donné un prix à cette rumeur. Là, ici, vous voyez que bon, on a encore des liquidations à prendre dessous. Vous voyez qu'ici, il y a quand même du monde. Si on ne réfléchit pas par pic, mais plutôt en volume, vous voyez que ici, c'est quand même relativement plein. Donc, bien entendu, un dip sous les 26 est possible, bien entendu. Néanmoins, là, proche du prix et avec chemin de moindre résistance, c'est-à-dire plus de facilité à venir le prendre, moi je pencherai plutôt ici pour un petit short squeeze jusqu'au à minima 45. En fonction de ce qui se passe sur ce rebond et en fonction de ce qui se passe surtout en haut de ce rebond, c'est-à-dire quand on sera à 44, 45, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait continuer à monter ou on pourrait à nouveau redescendre et revenir chercher des niveaux plus bas. Donc ça, c'était vraiment contexte macro mis à part, hein, bien entendu. On va regarder un petit peu, je pense que ça peut être intéressant ici, tout ce qui est ratio long short, etc. Vous voyez que dans les dernières 5 minutes, on a quand même une grosse majorité de shorters dans la place, là. Et si jamais, donc ça c'est des ratios, hein, donc on est à 54 et 45, plus de shorters en ce moment que de longueurs. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et en termes de niveau de liquidation, on liquide pas grand-chose, 150 millions sur les dernières 24 heures. Open Interest, on va pas le faire aujourd'hui. On va plutôt aller faire un tour sur les news.
Moscou qui attaque, etc. Alors bon, ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est-à-dire que Moscou a plutôt signé des accords de cessez-le-feu. Alors, ils ont intensifié un petit peu les bombardements, mais non, mais pas sur des cibles civiles. Et Moscou a plutôt tendance à demander des cessez-le-feu. Pourquoi? Tout simplement pour faire sortir les civils des villes et pour pouvoir prendre ces villes. Alors là, je vais revenir en screen pendant 2 secondes. Je reviens en cam. Je vais vous trouver ici une carte. Voilà. Hop. Voilà ce qui se passe là actuellement en Russie. Très rapidement, hein, voilà. Toutes ces villes là qui ont des drapeaux russes ont déposé les armes sans violence, à part Kherson de toute façon ici, Kherson qui de toute façon ici a très peu combattu, on va dire. Et il reste certaines villes dans lesquelles les Ukrainiens empêchent les populations civiles de sortir. Mariupol notamment, ici Volnovara et voilà, d'autres villes qui sont en fait, vous comprenez ici la mâchoire russe qui est en train de se mettre en place. Le principal des troupes ukrainiennes était là et en fait les Russes ont gagné la guerre. Il n'y a pas, il y a pas, enfin, il y a pas vraiment de résistance ukrainienne. Bon, cette carte, elle date du 2 mars. Vous comprenez ici que 4 ou 5 jours après, on est encore plus loin, bien entendu, dans les combats. Ici, vous comprenez aussi que la ville de Kiev, ils ont laissé un corridor de manière à laisser sortir les civils et qu'ils puissent aller en Russie ukrainophone. En fait, là, on laisse la porte ouverte. C'est-à-dire, on dit, bah, ceux qui veulent partir du côté de la Russie, l'Ukraine ukrainophone, et ceux qui veulent partir ici plutôt vers le Donetsk ont le choix. Donc, ceux qui sortent de Kiev, il y a des corridors d'évacuation qui sont faits dans les deux sens. Donc là, c'est un petit peu, on laisse la porte ouverte et on n'attaque pas Kiev de manière à faire un minimum de victimes civiles. Et ici, voilà, ces villes-là, qui pourtant sont dans les républiques du Donetsk et de Lugansk, qui ne sont pas prises parce que en fait, on essaye d'évacuer les civils. Le problème étant que pour certaines parts, les Ukrainiens ne veulent pas les laisser sortir et ils préfèrent faire une guérilla urbaine avec des civils dans la place plutôt que de se laisser déloger, puisque vous comprenez qu'ici, les Ukrainiens qui se battent là, c'est pas des enfants de cœur, hein. On n'est pas sur quelque chose où c'est des bataillons Azov, etc. C'est des Ukrainiens qui sont plutôt, comment dire, plutôt fanatiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, ici pour moi, gros bobard, mais c'est pas grave. Ça va permettre de bannir le pétrole russe. Donc, du coup, ça va être relativement intéressant pour certains oligarches de l'énergie. Et ici, rien à voir sur CoinDesk. Et ici, on voit que le prix du baril, c'est ce que je vous ai dit, les actions qui tombent et le prix du baril qui augmente, le prix du crude, le pétrole brut, qui augmente alors que les alliés et les US considèrent le fait de bannir les importations de pétrole russe. Donc, et là, on a un article qui est assez marrant, très intéressant, qui dit bientôt la fin du monde, achetez des actions. Euh, euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour ceux, en fait, comprenez bien ici que mon point de vue n'est ni pro-russe ni pro-ukrainien. J'essaye de faire la part des choses. Mon point de vue est pro-vérité. Je n'ai pas la télévision chez moi, mais de ce que j'entends bah, à la radio ou par moment, etc., il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte qui sont simplement un très bon travail d'information de la part des services d'information à la fois américains. On a aussi un gros problème en Europe qui est en fait qu'on n'a plus d'armée. On n'a plus d'armée en Europe, donc on est obligé de se cacher derrière les États-Unis. Donc, étant donné qu'on n'a plus d'armée, je ne suis pas forcément pour l'armée, mais je dis simplement que c'est le cas. En termes, quand vous avez une guerre qui est aux portes de l'Europe et que vous avez à choisir un copain, vous allez choisir celui qui a les plus gros pecs
parce que vous allez tout simplement avoir les foies. Donc, bah, c'est relativement simple. On n'a plus d'armée, donc on n'a plus la possibilité bah, de taper du poing sur la table et de dire attention, ou en tout cas de se défendre tout seul. Donc, on est littéralement obligé de se mettre de se mettre au service de l'idéologie américaine. Et encore une fois, je ne suis pas anti-américain ou quoi que ce soit là-dessus, je fais simplement un état de fait. Attention ici à cette potentielle épaule-tête-épaule là qui pourrait jouer, c'est-à-dire que si là on fait un rebond jusqu'au voilà, 40 et qu'on redescend, si on ne dépasse pas vraiment les 44-45, si on ne va pas chercher les objectifs dont je vous parle, voire plus, hein, c'est-à-dire aller péter ici cette résistance jaune et casser au-dessus des 46, on aurait potentiellement une formation d'épaule tête-épaule ici. Vous comprenez que là, on a épaule gauche, épaule droite qui redescend ici et une troisième épaule ici, une deuxième épaule qui pourrait se créer. Là, pour moi, je ne la prends pas en compte celle-ci. Alors, hop, si jamais je devais faire ça, par exemple, dire que les deux aisselles, elles sont là, elles seraient vraiment déséquilibrées. C'est-à-dire que j'aurais une grosse épaule et là, une toute petite qui aurait déjà cassé. Je trouve que c'est trop pentu, il y a trop de pente, etc. Elle n'est pas vraiment jolie, c'est pas quelque chose que je prends en compte ici à l'instant T. Ensuite, voilà, à partir de là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Je pense que c'est la vidéo la plus longue de l'histoire de la chaîne, mais j'espère qu'elle vous aura néanmoins intéressé. A priori, ici, faites attention à ce que vous écoutez, les gens que vous écoutez, etc. Faites la part des choses. Quand vous écoutez des informations, n'hésitez pas à aller faire des recherches parce que on est dans une totale désinformation ici en France, alors qu'avant on était quand même un pays où il y avait un semblant de journalisme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire la ville dans laquelle vous résidez actuellement est-ce que vous aimez l'endroit où vous habitez tout simplement. Moi personnellement je suis sur la Côte d'Azur et aujourd'hui il fait très beau, c'est super. J'ai été obligé de fermer la fenêtre tellement j'avais chaud. Donc c'est tip top et d'ailleurs je vais aller probablement à l'instant T faire une petite balade. Je vous souhaite à tous une excellente journée, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut.